Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, rebonjour. Donc nous allons continuer la présentation des axes du programme de ce module. Donc dans cette deuxième séquence, nous allons exposer le contenu du premier axe, du premier chapitre de ce programme intitulé les relations économiques internationales, fondements théoriques et mondialisation. Donc j'ai précisé lors de la séance dernière dans l'introduction générale que nous allons essayer de répondre à une question fondamentale qui est pourquoi. C'est quoi d'abord les relations économiques internationales? C'est ce que nous avons fait dans la séance précédente. Quels sont ses objectifs? Et dans cette deuxième séquence, nous allons nous intéresser aux fondements théoriques des relations économiques internationales. Qui dit fondements théoriques des relations économiques internationales dit répondre à la question suivante, pourquoi les relations économiques internationales? Ou d'une autre façon, pourquoi les pays vont vers l'international? D'une autre façon, pourquoi les pays mettent en place des échanges internationaux entre eux? Donc, dans cette volonté de répondre à cette question, c'est-à-dire pourquoi les relations économiques internationales, donc la possibilité de chercher les fondements théoriques, الأسس النظرية للعلاقات الاقتصادية الدولية, c'est-à-dire exposer le contenu de certaines théories qui ont développer les relations économiques internationales ou qui ont tenté de répondre à la question pourquoi les relations économiques internationales. شنو هما هاد النظريات الرئيسية اللي تبنت واللي حاولت الإجابة على التساؤل لماذا العلاقات الاقتصادية الدولية. Donc dans ce chapitre qui est dédié à la présentation des relations économiques internationales sur le plan des fondements théoriques, mais aussi sur le plan de la mondialisation. Comme je l'ai expliqué dans la séance précédente, il y a deux axes principaux. Un premier sur les fondements théoriques et un deuxième axe principal sur la mondialisation en tant que phénomène qui a contribué au développement des relations économique internationale. Donc avant d'entamer l'axe 1, principal 1, nous allons exposer le contenu de l'introduction de ce chapitre premier. Donc selon plusieurs auteurs, c'est-à-dire les auteurs qui s'intéressent aux relations économiques internationales, le thème des relations économiques internationales est un thème pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. Donc quand on parle de pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il est en liaison avec un certain nombre de disciplines. Il les associe. يستعين بمجموعة من التخصصات منها, bien sûr, en plus de l'économie, les sciences politiques, le droit, l'histoire, la géographie. Donc, quand on parle d'une discipline, cette discipline, en lisant à la fois, bien sûr, avec le droit, en lisant avec l'histoire
en lisant avec la géographie, en lisant avec plusieurs autres sciences politiques, on parle d'une discipline ou d'un objet transdisciplinaire, un objet d'analyse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quand on fait l'analyse des relations économiques internationales, c'est une analyse qui n'est pas uniquement sur des bases d'ordre économique, mais il doit associer là le droit, l'histoire, la géographie, les sciences politiques et ainsi de suite. C'est pour cela que ces auteurs disent que le thème des relations économiques internationales est un objet d'analyse transdisciplinaire. Donc la science économique, puisqu'on parle des relations économiques internationales, apparaît un peu décalée par rapport aux approches qui placent l'État au centre de l'analyse. Ça, ce n'est pas mes propres propos, c'est le propos donc des spécialistes des relations économiques internationales qui disent que la science économique apparaît un peu décalée par rapport aux approches qui placent l'État au centre de l'analyse. Donc le développement donc, de l'économie a, notamment depuis le XVIIIe siècle, puis le XIXe siècle, puis le XXe, donc a montré qu'il y a une évolution importante dans ce domaine, c'est-à-dire la place de l'État au sein de l'économie. Donc l'économie moderne, donc selon ces auteurs, celle qui est apparue au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1700 et quelques, donc apparu donc pour relativiser, il est apparu pour relativiser le rôle de l'État. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas l'État qui fait l'essentiel de l'activité économique. Et ça, c'est dans ce qu'on appelle l'économie moderne. الاقتصاد الحديث المكانة الدولة فيه مكانة محدودة. ماشي بحال الاقتصاد القديم فاش كانت الدولة هي التي تقوم بكل شيء أو على الأقل بأغلب الأشياء التي لها علاقة بالاقتصاد. Donc au fur et à mesure que le temps passe, donc dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la naissance et l'apparition donc de l'économie moderne, on a relativisé le rôle de l'État. D'ailleurs, dans la pensée économique libérale, capitaliste, donc il est basé, comme l'indique son nom, sur la liberté d'intervention. Quand on dit la liberté d'intervention, c'est-à-dire minimiser le rôle de l'État, libéraliser les acteurs économiques privés à intervenir. Laisse-le passer, laisse-le faire. Da'hu ya'mal, da'hu yamur. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on a cette place de l'État qui est de plus en plus limitée. Pourquoi on parle de la limitation de l'intervention de l'État? Tout simplement pour les raisons que nous avons exposées dans la dernière séquence. On a dit que les interventions de l'État, ils sont maîtrisées, ses politiques sont appliquées, sa monnaie a un cours, la propriété a un sens à l'intérieur des frontières de cet État. داخل حدود هذه الدولة. Donc ce qui déborde vers l'extérieur et ce qui entre dans cette interdépendance, il va y avoir la nécessité de trouver des solutions à ces éléments d'interdépendance. Donc là où il y a cet échange. Donc cependant, les auteurs qui privilégient l'analyse économique,
utilisent des outils d'analyse qui leur permettent de mettre en balance les gains et les coûts des différentes possibilités. Si je choisis en tant qu'État, إلا اختارت أنا كدولة أو كمسؤولين ديال دولة اللجوء إلى العلاقات الاقتصادية الدولية، اللجوء للتعاون الدولي، العلاقات الدولية، je ne veux pas y aller les yeux fermés. Il y a un calcul à faire. Qu'est-ce que j'ai à gagner en allant vers l'échange international, en allant vers le marché international, en allant vers le terrain des échanges internationaux, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre. Donc cependant, les auteurs qui privilégient, qui donnent de l'importance, l'analyse économique utilise des outils d'analyse. وسائل أو تقنيات تحليل. Donc quel objectif? Dans l'objectif de mettre ça dans une balance. En allant vers ceci, est-ce que j'ai à gagner ou j'ai à perdre? Donc les gains et les coûts des différentes possibilités, en allant ou en n'allant pas vers l'international. Donc les différentes théories donc, du commerce international, النظريات التي تعمل على التجارة الدولية تحاول d'expliquer pourquoi les pays échangent entre eux. لماذا الدول الأمم les États-nations تلجأ إلى التجارة وإلى التبادل الدولي. On va y venir dans les séquences et les séances à venir. La mondialisation déjà oblige, le phénomène de mondialisation oblige, vu que c'est un phénomène qui a vu le jour depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, il y a en quelque sorte une obligation. Les États n'ont plus le choix. Vous l'avez compris durant cette année 2020, avec la propagation donc du coronavirus, la limitation en quelque sorte des échanges, l'impact donc de la pandémie sur le ralentissement des économies nationales des différents pays, et nous avons assisté à un certain retour vers le national. واحد العودة في اتجاه كل ما هو وطني. تشجيع كل ما هو وطني. D'ailleurs au Maroc, il y a des programmes de ce genre qui tentent de revaloriser tout ce qui est national. Donc, les différentes théories du commerce international tentent d'expliquer pourquoi les pays échangent entre eux. Donc, ces théories, هاد النظريات اللي كتحاول باش تجاوب على التساؤل لماذا تلجأ الدول إلى التبادل, c'est ces théories qui ont développé, donc, qui ont abordé les fondements des relations économiques internationales. هاد النظريات هما اللي عطونا الأسس النظرية للعلاقات الاقتصادية الدولية. Donc l'une des raisons principales soulignées concerne leurs différences qui s'expriment par les prix relatifs des différents produits.
quand je tente, ou quand ces auteurs, ces spécialistes tentent de répondre à cette question, pourquoi les pays vont vers les échanges internationaux, la raison principale qu'ils abordent, c'est leur différence en ce qui concerne les prix relatifs des différents biens ou produits. الأثمنة النسبية للسلع والمواد. Je peux, comme Maroc, avoir un produit phosphate, comme là les États-Unis, comme là la Chine, comme là la Tunisie, comme l'ont d'autres pays. Mais le prix relatif de ce produit, il est différent d'un pays à un autre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un produit issu d'un processus de production dans lequel il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent. Donc on ne va pas avoir le même prix relatif par rapport au produit en question. Donc ce sont ces différences, الاختلافات, qui s'expriment par les prix relatifs, qui est considérée comme la raison principale ou une des raisons principales qui pousse les pays à aller vers les échanges internationaux. Je viendrai dans les séquences à venir et je donnerai l'exemple, des exemples concrets du niveau national, c'est-à-dire du niveau marocain. Donc les théories traditionnelles, النظريات التقليدية التي تم إنتاجها حول هذه المسألة تاع العلاقات الاقتصادية الدولية ont basé leur analyse sur les différences entre les pays en termes de coûts de fabrication des produits. L'offre du pays. Donc les théories traditionnelles des relations économiques internationales ont basé leur analyse sur les différences entre les pays en termes de coûts de fabrication des produits. Donc les coûts de fabrication, c'est-à-dire en produisant ce bien au Maroc, combien il va me coûter? Est-ce 2 dirhams ou 3 ou 5? La même chose s'il est produit en Tunisie. La même chose s'il est produit en France. La même chose s'il est produit en Chine. Donc le pays qui va avoir une marge importante de bénéfices, c'est celui qui va le produire au moindre coût. Si la Chine le produit à 0,50 dirhams, l'équivalent de 0,50 dirhams marocains, et le Maroc le produit à 1 dirham, et la France le produit à 1 dirham 50, c'est la Chine qui va être très compétitive sur le marché international lorsqu'il s'agit de la vente. Pourquoi? Parce que son offre, l'offre du pays, donc de la Chine, est le plus important. Donc ce facteur, le coût de production, est en relation avec 2 éléments principaux, la productivité du travail et la quantité des facteurs de production. تكلفة الإنتاج كم كلفني هذا المنتوج. Le coût de production de ce produit ou de ce bien. Ce coût de production, il est précisé via 2 facteurs. La productivité du travail, l'إنتاجية العمل.
j'ai souvent expliqué aux étudiants, même dans les cours de la première année, la différence entre la production, l'intage, et la productivité, l'intagia. La production, c'est un volume de production. L'intagia, c'est ce volume de production par rapport au facteur de production. On dit qu'un bateau de pêche côtière produit annuellement, je ne sais pas, 1 million de tonnes de sardines, mais la productivité de ce bateau, c'est ce million de tonnes de sardines par rapport aux facteurs de production qui sont, par exemple, le nombre d'ouvriers ou de marins pêcheurs sur ce bateau. Donc du coup, on dit que par telle une quantité de tonnes par rapport au personnel. Donc là, le coût de production, تكلفة الإنتاج, en liaison avec la productivité de travail et la quantité des facteurs de production, كمية عوامل الإنتاج disponibles sur le territoire national du pays en question. Je reviendrai sur le cas du phosphate au Maroc, aux États-Unis et en Chine, parce qu'on est les 3 premiers producteurs mondiaux donc, du phosphate. Donc, là, le coût de production du phosphate, donc le pays qui va avoir cette marge importante de bénéfices ou au moins de manipulation ou de manœuvre, c'est celui qui va produire un phosphate à un prix bas. C'est le pays qui va avoir l'offre la plus importante par rapport à ceux qui sont des clients ou des clients potentiels sur le marché international. Donc si le Maroc produit à ciel ouvert, donc ça peut être un avantage. Si le Maroc dispose du gisement le plus important dans le monde, connu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un avantage. Donc ça, c'est des facteurs qui sont avantageux pour le Maroc. C'est pour cela, peut-être qu'il a cette possibilité d'avoir l'offre la plus importante au niveau du marché international. Donc ces éléments, c'est-à-dire la productivité du travail, les facteurs de production, ont donné lieu à la détermination des avantages que les pays ont à échanger entre eux. A donné ces facteurs, a donné naissance à la détermination des avantages que les pays ont à échanger entre eux. Si je vais exporter ce produit à l'international, donc c'est les avantages que j'ai qui vont me permettre d'être le plus avantageux ou pas sur le marché international. Il y a des possibilités de se le procurer, ce produit-là, ou d'autres produits, ou de se procurer d'autres produits, moins chers à l'étranger que sur le territoire national. Est-ce que j'ai toujours avantage à produire ce produit-là s'il me coûte 5 dirhams comme coût de production? Est-ce que j'ai intérêt à continuer de le produire alors que je peux l'acheter à l'international à 3 dirhams? Si je cherche les avantages dont on a parlé, si j'arrête la production nationale,
qui me coûte 5 dirhams l'unité, et j'achète cette unité à 3 dirhams au marché international, je suis gagnant, parce que je gagne 2 dirhams, ou 1 dirham 50, ou même 1 dirham, ou même 50 centimes par pièce par rapport au coût de production nationale. Donc là, il n'y a pas photo. Les décideurs du pays vont choisir l'importation. استيراد هذا المنتوج عوض الانتاج ديالو لان تيكلفهم اكثر على المستوى الوطني من الشراء ديالو من السوق الدوليه. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut donner des exemples du cas marocain. Donc, l'exemple le plus important, c'est l'arrêt de la production du charbon dans la région de Jarada, dans le Maroc oriental. Donc en fin des années 90, je crois pendant la période du gouvernement de M. Abdelrahman Yousfi, suite à une étude qui a été faite, ils ont décidé d'arrêter la production du charbon de la région de Jarada et qui dispose d'une variété de charbon qui est une des variétés les plus importantes dans le monde. تنطفروا على واحد النوع من الفحم الحجري في المناجم تاع جرادة اللي هو من احسن الانواع العالميه اللي كيتستعمل بيان سور في المحطات الحراريه لانتاج الطاقه الكهربائيه. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a arrêté la production du charbon de Jarada? Tout simplement parce que le coût de production n'est pas favorable au Maroc. واخا كنستهلكوا غير حنا. Le coût de production تكلفة الإنتاج تطيح علينا أغلى من الثمن ديال الطن. طن إلا شريناه إلا نتجناه في جرادة تيكلفنا أكثر من الطن إلا شريناه في السوق الدولية. Donc c'est un calcul simple. On arrête la production du charbon parce que le coût de production est important et on l'achète sur l'international. Donc ce sont, qu'est-ce qu'on a pris en considération? Pour aller vers le marché international, on a pris en considération le facteur coût de production en liaison avec la productivité du travail et avec les quantités des facteurs de production. Donc on cherche à acheter. Ça c'est une réponse à quoi? Ça c'est une réponse à la question de tout à l'heure. Quand est-ce qu'un pays peut aller vers le marché international? Le pays ne va pas vers le marché international seulement s'il ne dispose pas du produit. Non. Donc ça c'est classique, c'est normal. Un pays X va vers l'international lorsqu'il n'a pas le bien en question. Donc, ne dispose pas du bien en question. ما عنديش مادة معينة تمشي للسوق الدولية. Le Maroc ne produit pas du gaz, ne produit pas de pétrole, donc il va vers le marché international pour se le procurer. Mais un pays X peut disposer, il dispose d'un bien Y. Et pourtant, il va vers l'international. المغرب تيتوفر على الفحم الحجري. Mais malgré ça, il va vers l'international tout simplement parce que l'offre du marché international, est plus importante. Ça lui permet de gagner de l'argent. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je cherche à comprendre le pourquoi de l'échange. Pourquoi les pays vont vers l'échange international.
Donc, pour comprendre l'origine théorique des relations internationales, les chercheurs ont essayé de répondre à la question suivante. Pourquoi un pays peut-il avoir intérêt à l'échange international? لماذا دولة معينة تلجأ إلى التبادل الدولي أو التجارة الدولية. Donc là, chacun, donc il y a eu, on va pas, il y a eu des, il y a eu différentes théories qui ont été développées à ce propos, 3 principales théories. Donc la théorie développée par Adam Smith, qui est appelée la théorie des avantages absolus. Tout à l'heure, on a parlé quels sont les avantages du Maroc pour aller à l'international. La deuxième théorie, c'est la théorie développée par Ricardo, appelée théorie des avantages relatifs, et une théorie appelée la théorie des jeux. C'est-à-dire que les fondements théoriques des relations économiques internationales sont ceux développés par ou au sein de ces théories que je viens de citer. Donc nous allons commencer par la théorie des avantages absolus. Donc Adam Smith et la théorie de l'avantage absolu. Donc la première réponse donc à la question que nous venons de poser, pourquoi un pays peut-il avoir intérêt à l'échange international? La première réponse fut apportée par Adam Smith. Pour lui, un pays ne pouvait pas participer à l'échange international que s'il produisait au moins un produit moins cher que tous les autres pays. إلا خدينا المضمون تاع النظرية تاع آدم سميث، دولة معينة لن تلجأ إلى السوق الدولية إلا في حالة ما عندها واحد المنتوج اللي عندها فيه avantage absolu. إيجابيات مطلقة. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'il part dans ce marché, il n'a pas peur de concurrence, personne ne peut le concurrencer dans ce produit-là au sein du commerce international. Donc, un pays, pour Adam Smith, un pays ne pouvait pas participer à l'échange international que s'il produisait au moins un produit moins cher que tous les autres pays. C'est la notion d'avantage absolu qui est établie. المغرب تصدر هو الأول عالميا في تصدير الفوسفات. Le Maroc est le premier pays exportateur du phosphate. Même s'il a des concurrents importants, pardon, la Chine et les États-Unis. Donc s'il va vers le marché international, c'est qu'il a une offre importante, la plus importante, il a un avantage absolu ou presque absolu dans ce produit-là. Donc, comment expliquer, comment ça a été expliqué par Adam Smith? Donc l'avantage absolu est la possibilité pour un pays de produire un bien avec moins de facteurs de production, input. إنتاج منتوج بأقل عدد من عوامل الإنتاج que partout ailleurs dans le reste du monde. Donc المغرب تنتج الفوسفات à ciel ouvert, il dégage التحييد الأتربة اللي من الفوق تيبدا يستغل في الفوسفات مباشرة. Donc ce qu'on appelle une production à ciel ouvert. ماشي بحال اللي كيحفر وكيدخل وتيقلب. C'est un avantage. Là, dans ces avantages, on peut lister plusieurs avantages.
Par exemple, la quantité du phosphate dans le brut. شحال عندك من phosphate réel في المنتوج الخام. شحال et ainsi de suite. كل هذه العوامل تتساهم في تحديد هذيك تكلفة الإنتاج اللي ذكرنا عليها في بداية الحصة. Donc tout ça, tous ces avantages contribuent à la détermination donc du coût de production qui constitue en réalité l'offre du pays dans ce domaine. Donc l'avantage absolu est la possibilité pour un pays de produire un bien avec moins de facteurs de production, input, que partout ailleurs dans le reste du monde. Donc Adam Smith applique donc le principe de la division internationale, de la division du travail au contexte international. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en appliquant le contenu de la théorie des avantages absolus, cela veut dire quoi? Que chaque pays va produire le produit dont il a les avantages absolus. الدول البترولية والغازية تنتج المواد المحروقات. Les pays agricoles produiront les produits agricoles. Les pays minerais qui ont des potentialités importantes dans le domaine des minerais produiront des produits donc des minerais. Les pays qui disposent de ressources forestières les plus importantes vont se spécialiser dans la production des ressources forestières. Ceux qui ont des façades maritimes vont se spécialiser dans la pêche maritime, ainsi de suite. Donc en adoptant cette stratégie, on ne va pas y avoir de problème au niveau du marché international. كل دولة غتصدر المنتوج اللي تتوفر فيه على الامتيازات العامة، الإيجابيات العامة، les avantages absolus. Donc, pour l'auteur, pour Adam Smith, si chaque pays se spécialise dans le produit pour lequel il a un avantage absolu, il va se procurer un gain mondial. Donc ça, c'est classique. Donc selon l'auteur, cette spécialisation internationale تخصص الدولي كل دولة كتخصص في المنتوجات اللي عندها فيها وفرة. Donc selon l'auteur, cette spécialisation internationale qui correspond à une nouvelle distribution internationale des productions met en évidence un gain mondial. C'est-à-dire quoi? Que tout le monde va gagner en fin de compte. Parce que chacun, il est fort, il a des avantages absolus dans un produit ou plusieurs produits au niveau du marché international. Cette spécialisation permettrait aux pays avec la même quantité de travail de gagner chacun de son côté. Pourquoi il parle de la même quantité de travail? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un facteur déterminant du coût de production. La quantité du travail, on a dit avec la productivité de travail, la quantité des facteurs de production avec la productivité de travail, ce sont ces deux facteurs qui déterminent le coût de production. Donc pour l'auteur, cette spécialisation permettrait aux différents pays du monde, avec la même quantité de travail, de gagner chacun de son côté. Donc il ne va pas y avoir de conflit ni de confrontation. Mais cela a poussé les chercheurs à se poser une autre question. Laquelle? C'est la suivante. Les pays qui n'avaient pas d'avantage absolu, الدول اللي ما عندهمش التمادة اللي عندهم فيها un avantage absolu,
n'avait-il alors aucune possibilité de participer au commerce international؟ ماذا سيكون مصير الدول التي لا تتوفر على موارد أو مواد تتوفر فيها على الإيجابيات المطلقة أو الامتياز المطلق؟ Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de participer au commerce international? Donc si on prend en considération le contenu de la théorie d'Adam Smith, ces pays n'ont pas d'avantage, n'ont pas la possibilité, ils n'auront pas la possibilité de participer aux échanges. Donc la réponse théorique, il est venu d'un autre chercheur, ce n'est pas d'Adam Smith, il fut apporté cette fois-ci par Ricardo, qui a développé la théorie d'avantage comparatif. ماشي حين ما عندكش un avantage absolu ما عندكش الحق تمشي للسوق الدولية. Non. Cet auteur, Ricardo, dit non, même si vous n'avez pas un avantage absolu, vous avez la possibilité de partir au marché international parce que vous avez la possibilité d'avoir des avantages comparatifs. Disent aussi des avantages relatifs. Donc ce n'est plus l'avantage absolu, c'est les avantages relatifs. Donc d'où le contenu de la deuxième théorie, la théorie des avantages comparatifs, donc développée par Ricardo. Donc pour l'auteur, pour Ricardo, il est toujours avantageux. Donc Adam Smith, l'avantage n'existe pas tout le temps. Si vous n'êtes pas un pays qui dispose d'un produit important, dans lequel vous avez des avantages absolus. Pour Ricardo, non. Pour Ricardo, il dit, il est toujours avantageux pour les pays de commercer à condition qu'ils se spécialisent dans le bien dans lequel ils ont le plus grand avantage absolu. Jusque-là, on est dans la même théorie que Adam Smith. Il est toujours avantageux pour deux pays de commercer à condition qu'ils se spécialisent dans le bien dans lequel ils ont le plus grand avantage. Donc c'est l'avantage absolu. Ou le plus petit des avantages absolus. Ou le plus petit désavantage. Quand on dit désavantage, c'est presque inconvénient, mais le plus petit désavantage. Donc je peux partir en tant qu'État, en tant qu'acteur étatique, je peux partir au marché international, soit pour avoir l'avantage absolu, soit pour avoir le plus petit. Je peux y aller pour avoir le plus grand avantage absolu ou le plus petit désavantage absolu. Donc l'auteur Ricardo met en relation les prix internationaux et les gains à l'échange. Les prix internationaux et les gains à l'échange. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'exemple marocain relatif au charbon de Jarada. Il met en relation les prix internationaux et les gains à l'échange. اش غادي نربح الا بقيت كنتج بواحد تكلفة انتاج معينة مرتفعة وانا بامكان ديالي نشري هذاك البرودوي من السوق الدولية باقل ثمن مقارنة بالتكلفة ديالو على المستوى الوطني. Donc pour lui, pour Ricardo, pour que deux pays A et B trouvent bénéfice à l'échange, جوج دول غيكون عندهم ربح إلا مشاو للتجارة الدولية, il faut qu'ils puissent importer un produit
relativement moins cher que ne leur coûterait sa fabrication nationalement. C'est le premier aspect. الوجه الأول من هذه المشاركة في السوق الدولية. Deux pays A et B trouvent bénéfice à l'échange si, donc pour qu'ils trouvent bénéfice à l'échange, il faut qu'ils puissent importer un produit relativement moins cher qu'il ne leur coûterait à fabriquer nationalement. Importer, donc j'ai dit tout à l'heure l'importation du charbon pour le Maroc, à un prix inférieur à celui du coût de production. Je produis avec, je ne sais pas, 1000 dirhams la tonne du charbon, alors que je l'achète à 700 dirhams la tonne ou 500 dirhams au marché international. Donc il n'y a pas photo, je choisis cette option. Donc là, je suis dans cette option. Le Maroc dispose du bien, mais son coût est élevé, donc il va vers l'international parce que l'offre est importante. Ça, c'est la première partie. La deuxième, et vendre à l'étranger. Donc exporter. Un pays, il a à gagner. S'il vend à l'étranger, un produit plus cher que ce qu'il pourrait le vendre en autarcie sur le territoire national. غادي نمشي للسوق الدولية كدولة كفاعل دولي en tant qu'acteur étatique si je peux vendre un produit à un prix plus élevé que celui avec lequel je peux le vendre sur le territoire national. Donc c'est deux choses qui me permettent non d'avoir l'avantage absolu, mais qui me permet d'avoir l'avantage relatif. La troisième et dernière théorie, c'est la théorie des jeux. Donc la théorie des jeux appliquée aux relations économiques internationales interviennent en aval de la théorie de l'économie internationale. La théorie des jeux, donc on parle du commerce international, on parle, de l'international en tant que terrain. Donc c'est un terrain, un marché international, c'est un terrain. Donc les États qui acceptent de partir vers ce terrain, qui est celui du commerce international, ils sont des joueurs. Donc les joueurs, des acteurs, c'est eux qui animent le jeu dans ce terrain qui est celui du marché international. Il y a le souk doulia. Donc la théorie des jeux appliquée aux relations économiques internationales intervient en aval de la théorie de l'économie internationale. Il est nécessaire de connaître au préalable les gains et les pertes de chaque joueur. Donc si vous jouez dans une catégorie, je ne sais pas, dans la boxe, vous jouez dans une catégorie de 60 kilos, ça ne sert à rien d'aller vers un combat dans lequel il y a les 90 kilos. D'office, vous serez perdant. Donc, il est nécessaire de connaître au préalable, les gains, que ce que j'ai à gagner, et les pertes de chaque joueur. Et les joueurs ici, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les États. اش عندي ما نربح الى استورت الفحم الحجري واش عندي ما نربح الى بقيت مستمره في الانتاج ديالو بالتكلفه.
إلا تم استمر تنتج بتكلفة مرتفعة, je produis à un coût de production élevé. Donc l'électricité que je veux produire عبر الطاقة الحرارية, le centre thermique, il va être élevé. Donc je vais la vendre aux citoyens avec un prix élevé. Et si je vais vers l'international, j'achète le produit, la matière première qui est le charbon, que j'utilise dans ces centrales thermiques, je vais avoir un coût de production de l'électricité qui est faible, donc je peux le vendre aux citoyens, aux consommateurs à un prix correct. Donc il faut calculer. Théorie du jeu, je calcule au préalable. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Donc la théorie du jeu s'impose quasi naturellement pour formaliser l'antagonisme des nations. C'est-à-dire que chaque pays, il doit faire son calcul au préalable pour voir est-ce qu'il est perdant ou est-ce qu'il est gagnant en participant donc au commerce international. Donc des États égoïstes qui ne s'associent pas pour établir des règles communes, donc des États égoïstes, دول أنانية, اللي ما كتعاونش باش نحددوا القواعد اللعبة في السوق الدولية, sont parfois amenés à choisir une politique du moindre mal. La politique du moindre mal هي اللي ديال les avantages relatifs. أقل ضرراً, سياسة الأقل ضرراً, qui est collectivement moins bonne qu'une solution coopérative alternative. Donc quand vous êtes égoïste, vous refusez la coopération. Quand vous refusez la coopération, vous êtes obligé d'accepter la politique du moindre mal. Et cette politique du moindre mal, il est une mauvaise solution qu'une politique de coopération qui peut aboutir à des résultats qui peuvent satisfaire tous les parties concernés. Donc le marché, on se pose la question, le marché concurrentiel. Quand on dit le marché concurrentiel, on dit absence de coopération. N'est-il pas un jeu non coopératif censé conduire à un optimum social du fait justement de son caractère non coopératif? Donc c'est une question qui se pose et qui est à l'intérieur dans laquelle sa réponse contient un certain nombre d'éléments de la théorie des jeux que nous venons d'exposer. Donc merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine séance.